Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour, mes bons voeux à vous et à tous vos téléspectateurs. Vous pouvez le dire effectivement jusqu'au 31 janvier. Vous êtes président de Défi, bien sûr, bourgmestre de Beaulieu-Saint-Lambert et surtout député fédéral. C'est un peu la raison aujourd'hui, parce que vous êtes membre de cette fameuse commission des transactions pénales qui démarre à 14 h ce jour. Le président n'est pas delpéré d'abord. Est-ce que c'est normal, finalement ? Alors, vous savez combien j'ai porté ce projet de création d'une commission d'enquête parlementaire, convaincu que la nature des faits méritait à tout le moins une investigation, vu la gravité, je dirais même, des faits déjà connus. Je suis prudent par rapport à des imputations et de responsabilités. Mais la présidence de la commission doit en effet être indiscutable, de préférence. Pourquoi ? Parce que c'est le président qui va avoir le rapport direct et personnel avec notamment des magistrats instructeurs qui seront chargés d'exécuter un certain nombre de missions demandées par la commission. Et il devra, dans certains cas, recueillir des témoignages ou des éléments probants des magistrats instructeurs. Donc la relation de confiance doit être totale entre les magistrats instructeurs et le président. Et il est vrai que M. Delpéré, ayant été appelé à témoigner, jusqu'à présent ce n'est qu'un témoignage, dans le cadre de l'information pénale menée par le parquet de Bruxelles, il était peut-être délicat que quelqu'un qui a apporté son témoignage soit aussi associé à la poursuite d'un travail comme président de la commission au niveau de l'investigation que mèneraient les magistrats instructeurs. Et alors le nouveau président, Dirk van der Maal, lui, il a déjà fait parler de lui, puisqu'il demande un juge d'instruction dans l'affaire. Il dit qu'il faut que le MR est à toutes les étapes dans cette affaire. Est-ce que lui, il est indiscutable aussi ? Alors, d'abord, qu'il fasse le constat que sur la base des faits déjà connus, il y a un certain nombre de mandataires et maires qui sont cités. Moi, j'en déduis encore rien à ce stade. Le rôle d'Armand de Decker, lui, semble déjà être beaucoup plus précis et faire l'objet d'une attention plus particulière du parquet, d'ailleurs. On ne peut pas le nier. Donc, on ne peut pas dire que Dirk van der Maal a fait une grande révélation par ses déclarations. Il n'a fait que répéter des constats que la presse elle-même fait. L'important sera de vérifier si il y a des liens établis entre ces différentes séquences où des mandataires et maires sont intervenus, voire d'autres mandataires. Ne soyons pas trop vite à charge d'un seul parti, que du contraire, il faut être très prudent. Donc ça, c'est évidemment être présomptueux que de vouloir déjà aujourd'hui dire qu'il y a une continuité de projet entre, par exemple, le moment où Chaudief a acquis la naturalisation par décision de la Chambre, et incontestablement, il y a une lettre de recommandation de Serge Kubla. Alors on verra l'interprétation qu'on donnera à cette lettre d'appui de Serge Kubla au moment de la demande de naturalisation. Et le moment où la loi sur la transaction pénale a été votée, ben voilà, il y a une longue séquence qui s'étend quand même sur plusieurs années. Oui, surtout que cette loi a été votée par la majorité à ce moment-là, bien pas entendu. par le MR seul. Et d'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter le témoignage de Philippe Moureau. C'était en décembre, lors des experts. Il racontait comment ça s'est passé. Il était sénateur à l'époque du vote. Et voilà comment il explique les faits. On est en réunion du groupe socialiste du Sénat, ça a été voté à la Chambre, au Sénat, et notre chef de groupe, très honnêtement, nous dit voilà, il y a un problème avec ce projet, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, on rédige tout de suite une correction, et dès que c'est voté, et moi, innocemment, je lui dis mais alors pourquoi est-ce qu'on ne l'amende pas, on ne le renvoie pas à la Chambre. Il me dit je ne sais pas trop, le gouvernement insiste parce que c'est un signal par rapport à ça, et j'ai voté cet horrible texte, alors que j'aurais dû me révolter. J'ai voté cet horrible texte. Je savais qu'il était horrible, mais on m'avait tellement juré, un, qu'il y aurait tout de suite réparation, deux, qu'il ne serait pas mis en œuvre, parce qu'on nous a dit qu'il ne serait pas mis en œuvre. Et maintenant, on apprend que la mise en œuvre, oui, aurait même déjà commencé avant le vote. Alors, Olivier Minguin, texte horrible. Ça vous est déjà arrivé, vous, de voter un texte horrible ? Oh, certainement. Vous savez, dans la multitude de lois que l'on reçoit, même si on consacre beaucoup de temps à tenter de lire tous les documents parlementaires, je peux vous dire que ça me prend des heures et des heures, je fais ça pendant des heures le week-end notamment, vous n'arrivez pas à décortiquer toutes les portées de tous les textes de loi qu'on est amené à voter. Alors c'est vrai que vous en remettez à des collègues de groupe, à d'autres parlementaires qui, eux, font les analyses dans leurs compétences, on se répartit le travail, comme on dit. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas tout assimiler.
Moi, en effet, ce qui m'avait fort frappé dans le processus législatif, c'est qu'en tout cas, à la Chambre des représentants, ce débat sur la transaction pénale, que je connais bien parce que nous l'avions, j'étais membre de la Commission de la Justice à l'époque, nous l'avions déjà mené en Commission de la Justice, n'a pas du tout été amené devant la Commission de la Justice. Il a été amené devant une autre commission de la Chambre, la Commission des Finances, subrepticement par le dépôt d'un amendement par quelques parlementaires issus des rangs de la majorité. On était en affaires courantes, je rappelle à l'époque. Donc ça veut dire que le gouvernement, en principe, devait s'abstenir de toute initiative, en principe. Et cet amendement passe à la Commission des Finances, je ne dis pas comme une lettre à la poste, mais sans grand débat. Et pour cause, à la Commission des Finances, les parlementaires qui siègent là ne sont pas familiers de cette matière. Cet amendement serait venu devant la Commission de la Justice, il aurait été probablement recalé. Et donc c'est parce que sans doute voulait-on le faire aboutir coûte que coûte qu'on l'a déposé devant une commission qui n'était pas la bonne commission au départ. Au Sénat, ça a été différent. Au Sénat, là, le travail était bien distribué, parce que c'était une loi fourre-tout qui comprenait plusieurs chapitres sur des matières très diverses. Le secrétaire ou le collaborateur du Sénat qui traite de la redistribution de cette loi fourre-tout entre plusieurs commissions envoie le bon chapitre transaction pénale à la Commission de la Justice. Et là, plusieurs parlementaires de la Commission de la Justice, connaissant aussi bien le dossier, disent « Attendez, pourquoi est-ce qu'on amène ce dossier subrepticement? Pourquoi maintenant? Période d'affaires courantes, avec un texte en effet mal ficelé ?» Ils font venir des experts, des professeurs d'université, qui disent « Ce texte ne tient pas la route. En effet, il ne pourrait pas être voté en l'état. Il contient vraiment des incohérences juridiques. » Et néanmoins, il est voté parce qu'on dit « C'est vrai, on va faire une loi réparatrice tout de suite. » Donc c'est un peu le paradoxe. C'est dans une loi fourre-tout, donc on ne peut pas arrêter tout le train. Et donc on accepte de voir ce mauvais chapitre qu'on aurait pu retirer, évidemment, de la loi fourre-tout. On le fait voter en disant on va voter une loi réparatrice qu'on vote quelques mois plus tard. Ce que j'apprends par M. Moreau, c'est que même en commission parlementaire, on aurait pris l'engagement, alors je ne sais pas qui, ministre de la Justice, un autre membre du gouvernement, de ne pas faire appliquer la loi mauvaise qui néanmoins est adoptée. À vérifier. Tout ça, c'est troublant. Et tout ça sont dans les travaux de la commission. Vous allez examiner tout cela et vous pourrez peut-être réentendre Philippe Moreau. Certainement. Et d'autres membres de la commission de la justice et des commissions concernées. Et finalement, ça pose le problème de ces lois fourre-tout et cette manière de travailler où on met beaucoup de choses dans une main de mois, souvent juste pour des raisons budgétaires, en fait. Oui, alors on connaît toujours, soit en fin d'année civile, soit en fin de session parlementaire, à la mi-juillet, des lois programmes, comme on dit, des lois fourre-tout, ou pour des raisons multiples, raisons budgétaires, parce qu'il faut exécuter le dernier accord du budget ou de la révision budgétaire en cours d'année budgétaire, ou parce qu'il y a eu des arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont annulé des dispositions légales ou d'autres motifs, on fait une loi fourre-tout. Alors ça, ce sont les plus mauvaises lois que l'on puisse voter généralement, parce que ces lois contiennent des centaines d'articles parfois, sont répartis entre plusieurs commissions qui travaillent simultanément, généralement dans un laps de temps très bref. Il n'est pas rare que le gouvernement dépose son projet de loi le vendredi, qu'on examine dès le mardi, et parfois qu'on vote dès le jeudi de la semaine qui suit ce genre de projet de loi. Ce n'est pas la bonne manière de travailler. On s'en plaint souvent au niveau parlementaire, mais là, la majorité gouvernementale, et j'en ai été membre aussi, est généralement très disciplinée et fait passer ce train de loi parce qu'il faut à grande vitesse. Passer, parce qu'il faut montrer c'est le seul train qui passe à grande vitesse encore dans ce pays, c'est les projets de loi fourre-tout. Oui. Mais enfin, ici, dans le cas de loi, il y a peut-être des lois qui ne seront pas à l'heure, parce qu'on voit qu'en commission des affaires sociales, hier, il y a plein de textes qui sont arrivés. Le gouvernement a déposé plein de textes, la flexibilité, la modération salariale, le financement de la Sécu. Et là, l'opposition a crié « Oh, stop, il y en a trop ». Il y a trop de textes. Oui, il faut voir ce que c'est. Ce sont des briques de plusieurs centaines de pages. Je m'y suis attaqué il y a peu parce qu'on a reçu ça début janvier, alors qu'on savait que déjà les projets avaient été déposés près des services de la Chambre début décembre, donc on aurait pu nous transmettre ça avant les congés. Moi, j'aime bien de lire à l'aise pendant mes congés des textes de cette ampleur. On a reçu ça 4 janvier. Les travaux commencent cette semaine. C'est trop court. C'est trop court. C'est très technique. C'est terriblement technique. Et comme je vous dis, nous avons d'autres commissions à suivre, donc le travail parlementaire, il est chargé. Mais il y a une volonté, vous croyez, de la majorité ? Oui, alors, mais je serai honnête en disant, oui, cette majorité-ci demande systématiquement l'urgence pour tous ces projets de loi quasi. Tous. Ça veut dire quoi l'urgence ? Ça veut dire que toutes affaires cessantes, c'est le premier projet que l'on examine dans la commission compétente. Et donc ça se fait, on décide, le jeudi, la majorité en assemblée plénière décide la prise en considération, enfin l'examen en urgence plus exactement du projet de loi, renvoyé tout de suite la semaine suivante devant la commission compétente, et on commence les travaux dans la foulée, et parfois en une semaine on a embarqué l'examen d'un projet de loi.
ce n'est pas la bonne manière de travailler. Donc c'est vrai que pour des projets de loi de cette importance, financement futur de la sécurité sociale, régime du temps de travail et formation des salaires, ça mérite des vrais débats de fond. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Alors, on a parfois aussi l'impression, quand on voit des enquêtes comme l'enquête Noir-Jaune-Blues, qu'on se pose des questions sur le rôle et l'image de l'homme politique. Alors, le fait que ce soit si compliqué de faire passer des lois, que ça prenne tellement de temps, est-ce que ça ne joue pas aussi un petit peu dans cette mauvaise pièce qu'est l'image du politicien d'aujourd'hui ? Oui. Je crois qu'en effet, le fait que dans un certain nombre de dossiers, les politiques ont le sentiment de perdre eux-mêmes la main, parce que c'est ça qui se passe. Les parlementaires n'ont plus la maîtrise parfois de certains dossiers, vu les conditions dans lesquelles ils doivent travailler. Ça entraîne en effet un désappointement. Et on ne peut pas demander aux citoyens d'être plus aptes à suivre des matières parfois très techniques que ne peuvent le faire les politiques et que ne peuvent l'expliquer les politiques. Vous demanderiez aujourd'hui à beaucoup de parlementaires de venir expliquer le contenu de certains projets de loi, et je suis de ceux-là aussi, donc je ne tiens pas à me mettre comme étant une exception, au contraire. Il y a des projets de loi, comme je vous dis, on n'a pas le temps de les assimiler correctement. Donc, ce n'est pas correct en termes de respect même dû aux citoyens. Mais j'ajouterais que je crois que le blues du citoyen, comme vous dites, tient beaucoup au fait que finalement, il a le sentiment de deux choses, le citoyen. C'est qu'il n'y a pas de transparence, notamment dans l'exercice de certaines responsabilités. On l'a vu avec l'affaire Publifin. Moi, j'ai préconisé depuis longtemps que l'on mette fin à la rémunération des mandats dits dérivés, c'est-à-dire les mandats que l'on détient parce qu'on a été élu, mais que par ailleurs, on doit assumer un certain nombre de mandats complémentaires. Moi, je pars du principe, plus de rémunération pour tous ces mandats complémentaires. Pourquoi ? Parce que ça va tuer la poule aux œufs d'or, ça va tuer tout simplement la tentation. On crée parfois des bidules, et les comités de secteur chez Publifin ont été créés uniquement pour donner des rémunérations fictives, scandaleux. Et même s'il y a un travail qui n'est pas nécessaire de rémunérer ces mandats dérivés, il faut tout simplement bien rémunérer les mandats principaux. Le mandat principal, c'est celui que l'on détient par la volonté des électeurs. Et il ne doit pas y avoir de rémunération en dehors de ce qui est connu publiquement, c'est-à-dire fixé par la loi. Plus de rémunération décidée par des instances obscures, comme le conseil d'administration d'intercommunal, bureau, et ainsi de suite. Enfin, toutes ces instances qui ne sont pas soumises au contrôle public, parce que les délibérations ne sont pas publiques dans ces instances. Et deuxième principe, mais ça, c'est le respect des engagements pris vis-à-vis des électeurs. Il y a trop de partis qui font le contraire de ce qu'ils ont annoncé dès le lendemain des élections et qui font vraiment, fermement l'opposé de ce qu'ils ont annoncé. Alors, je ne vais pas les pointer, mais je dirais que là, par contre, je m'honore, et mon parti s'honore à respecter ses engagements. Et je veille à cela comme président de parti. Parce que je crois... C'est plus facile pour un petit parti, Olivier Non, Minguet, on a déjà été dans les majorités. Vous savez, quand on a eu le courage de quitter le MR parce qu'il y avait un engagement fondamental qui n'était pas respecté, il y a beaucoup de gens qui ont finalement dit, même si on ne partage pas vos convictions, au moins on vous reconnaît le mérite d'être cohérent dans ce que vous faites. Alors, on va conclure en allant du côté de Watermal-Boisfort. Il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, parce que Martine Paifa avait été écartée des futures listes au communal. Alors, il y a une bonne nouvelle, il y a un accord. Il y a une entente. Bon, tout ça me semblait, et semblait à beaucoup d'amis, démesuré, comme peut-être ambiance, ne le cachons pas, au sein de la section. J'ai dit aux responsables de la section, attendez, vous avez une merveilleuse carte à jouer. C'est vrai que Martine garde une popularité très forte et il ne s'agit pas de faire un numéro pour dire qu'elle veut absolument revenir, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est peut-être redonner une âme et une ambition à la gestion locale. Et ça, c'est un travail collectif. Alors, former une équipe, plutôt que de voir qui a le premier rôle ou le deuxième rôle, c'est une équipe qui doit se présenter. Et en effet, l'accord va porter sur une équipe. Et ce qui a toujours été l'esprit chez nous. Donc, ça veut dire, elle tirera la liste et Mme Spaak sera la Elle sera la tête de liste. Et nous verrons après ça comment se répartissent. Si nous sommes associés à une majorité, ne soyons pas présomptueux. Et moi, je ne vais pas à la campagne en disant que nous revendiquons par principe le majorat. Oui, bien entendu qu'on se bat toujours pour avoir le premier rôle dans une commune. Nous verrons bien ce qui sera possible à Watermal-Boisfort. Mais d'abord, le projet de gestion. Merci Olivier Minguet. Merci de l'invitation. Bonne journée à tous et bonne soirée pour ceux qui nous regardent le soir. À demain pour une autre interview.